Junon et Cérès. Ensuite, après, voilà, il y avait la première épreuve, c'est le tri des grains, hein. Il y a cette fourmi qui intervient pour aider Psyché à trier les grains. Donc, la deuxième épreuve, c'est celle des brebis à la toison d'or. Cependant, Cupidon, confiné au fond du palais, y subissait une réclusion sévère. On craint qu'il n'aggrave sa blessure par son agitation turbulente. Surtout, on veut le séquestrer de celle qu'il aime. Ainsi séparés, bien que sous le même toit, les deux amants passèrent une nuit cruelle. Le char de l'aurore se montrait à peine que Vénus fit venir Psyché et lui dit: vois-tu ce bois bordé dans toute sa longueur par la rivière, dont les eaux sont déjà profondes, bien qu'encore voisines de leur source? Un brillant troupeau de brebis à la toison dorée y paît, sans gardien, à l'aventure. Il me faut à l'instant un flocon de leur laine précieuse. Va et fais en sorte de me le rapporter sans délai. Psyché court, vole, non pour accomplir l'ordre de la déesse, mais pour mettre un terme à ces maux dans les eaux du fleuve. Or, voici que, de son lit même, un ver roseau, doux organe d'harmonie, inspiré tout à coup par le vent qui l'agite et qui murmure, se met à prophétiser en ces termes. Pauvre Psyché, déjà si rudement éprouvée, garde-toi de souiller par ta mort la sainteté de mes ondes, et n'approche pas du formidable troupeau qui paît sur le rivage. Tant que le soleil de midi darde ses rayons, ces brebis sont possédées d'une espèce de rage. Tout mortel alors doit redouter les blessures de leurs cornes acérées, le choc de leur front de pierre et la morsure de leurs dents venimeuses. Mais une fois que le méridien aura tempéré l'ardeur de l'astre du jour, que les brises de la rivière auront rafraîchi le sang de ces furieux animaux, tu pourras sans crainte gagner ce haut platane nourri des mêmes eaux que moi et trouver sous son feuillage un sûr abri. Alors, tu n'auras pour te procurer de la laine d'or qu'à secouer les branches des arbres voisins où elles s'attachent par flocons. Ainsi, le beau roseau faisait entendre à Psyché de salutaires conseils. Elle y prêta une oreille attentive et n'eut pas lieu de s'en repentir, car en suivant ses instructions, elle eut bientôt fait sa collecte furtive et retourna vers Vénus, le sein rempli de cet or amolli en toison. La troisième épreuve, c'est l'eau de la source du Styx. Psyché ne se vit pas mieux accueillie après le succès de cette seconde épreuve. Vénus, fronçant le sourcil, dit avec un sourire amer: toujours la même protection frauduleuse. Mais je vais faire un essai décisif de ce courage si ferme et de cette conduite si prudente. Vois-tu ce rocher qui se dresse au sommet de cette montagne escarpée? Là jaillit une source dont les eaux noirâtres, recueillies d'abord dans le creux d'un vallon voisin, se répandent ensuite dans les marais du Styx et vont grossir les roses ondes du Cocyte. Tu iras au jet même de la source, puiser de son onde glaciale, et tu me le rapporteras dans cette petite bouteille. Elle dit, et lui remet un flacon de cristal poli.
en accompagnant l'injonction des plus terribles menaces. Psyché hâte le pas pour gagner le sommet du mont, croyant bien cette fois-ci y trouver le terme de sa misérable existence. Arrivée au haut, elle voit toute l'étendue et la mortelle difficulté de sa tâche, et quel péril il lui faut surmonter. En effet, le rocher s'élevait à une hauteur effroyable, et c'était à travers ses flancs abrupts, un escarpement inaccessible, que l'ombre formidable trouvait son passage. Elle s'échappait par une foule de crevasses, d'où elle glissait perpendiculairement et s'encaissait ensuite dans une rigole étroite et profonde, qui la conduisait inaperçue jusqu'au fond du vallon. Du creux des rocs qui enfermaient ces deux rives, on voyait s'allonger de droite et de gauche d'affreuses têtes de dragons aux paupières immobiles, aux yeux constamment ouverts, gardiens terribles et qui ne s'endorment ni ne se laissent gagner. De plus, ces eaux étaient parlantes et savaient se défendre elles-mêmes. Arrière, que fais-tu? Où vas-tu? Prends garde, fuis, tu mourras. Tels étaient les avertissements qu'elle ne cessait de faire entendre. Psyché resta pétrifiée en voyant l'impossibilité de sa tâche. Présente de corps, elle est absente par ses sens. Accablée par la conscience de son danger, elle n'a pas même la triste ressource des larmes, mais une providence tutélaire veillait sur cette âme innocente. Le royal oiseau de Jupiter, l'aigle aux serres ravissantes, parut tout à coup, déployant ses grandes ailes. Il n'a pas oublié combien il fit autrefois sa cour au souverain des dieux par le rapt de ce jeune Phrygien qui lui sert à boire, et que ce fut Cupidon lui-même qui l'inspira. Des hauteurs de l'Olympe, il vient offrir bien à propos son assistance, jaloux de se rendre agréable au mari en secourant sa jeune épouse. Le voilà donc qui voltige autour de Psyché, et il lui dit: Et quoi, pauvre innocente, croyez-vous que vos mains novices puissent dérober une seule goutte d'eau de cette fontaine? Vous flattez-vous d'approcher seulement de ces bords sacrés et terribles? Ne savez-vous pas que les dieux, que Jupiter lui-même, ne les nomme qu'en tremblant, qu'il jure par la majesté du Styx, comme vous autres mortels, vous jurez par la puissance des dieux? Mais confiez-moi ce flacon. Il dit, s'en empare et ne tarde pas à le rapporter plein. Passant et repassant majestueusement, soutenu par le balancement de ses puissantes ailes, entre ces deux rangs de gueules béantes qui ne peuvent que montrer leurs dents terribles et darder sans effet leur triple langue. L'onde s'irrite et lui crie: Loin d'ici, sacrilège. Mais il disait: C'est par l'ordre de Vénus. Et ce mensonge adroit lui servit aussi de passeport. Psyché reçoit avec joie le flacon si heureusement rempli et le rapporte en toute hâte à Vénus. Mais rien n'apaise l'implacable déesse. Quatrième épreuve, l'expédition chez Proserpine. Avec un sourire sinistre, qui présage de nouvelles et de plus périlleuses exigences, elle l'apostrophe en ces mots: Il faut que tu sois magicienne, et magicienne des plus expertes, pour avoir mis si lentement
de telles commissions à fin. Mais voici, ma poulette, qu'il te faudra encore faire pour moi. Prends cette boîte. Elle lui en remit une au même instant, et va de ce pas aux enfers, au sombre ménage de Pluton. Tu présenteras la boîte à Proserpine, et tu lui diras: Vénus demande un peu de votre beauté, et qu'il en faut pour un jour seulement, car toute sa provision est épuisée par la consommation qu'elle en a faite en servant de garde-malade à son fils. Va, et ne tarde pas à retourner, car je veux m'en servir avant de paraître au théâtre de l'Olympe. Psyché crut recevoir le coup de grâce. Cette fois, l'ordre était clair. C'était tout simplement l'envoyer à la mort. Comment t'en douter? On voulait d'elle-même, on voulait que d'elle-même elle descendît du Tartare, qu'elle descendît au Tartare et visitât les mânes. Sans plus tarder, elle court vers élevé, avec l'intention de se précipiter du sommet. C'était, suivant elle, le meilleur et le plus court chemin pour aller aux enfers. Mais de la tour s'échappe tout à coup une voix. Quelle est, pauvre enfant, cette idée de se jeter ainsi la tête la première? Pourquoi reculer devant cette épreuve et vous sacrifier sans but? Votre âme, une fois séparée du corps, ira bien en effet au fond du Tartare. Mais pour n'en plus revenir, écoutez-moi. Lacédémone, cette noble cité de l'Arcaïe, n'est pas loin. Elle touche au Ténare. N'arrive que par des sentiers peu connus. C'est un soupirail du sombre séjour de Pluton. Osez-vous engager dans sa bouche béante? Devant vous s'ouvrira une route où nul n'a laissé sa trace et qui va vous conduire en ligne directe au palais de l'Orcus. Mais il ne faut pas s'aventurer dans ces ténèbres les mains vides. Ayez à chaque main un gâteau de farine d'orge pétri avec du miel, et à la bouche 2 petites pièces de monnaie. Vers la moitié du chemin infernal, vous rencontrerez un âne boiteux, chargé de fagots. L'ânier boiteux aussi vous demandera de lui ramasser quelques brins de bois tombés de sa charge. Passez outre et ne répondez mot. Bientôt vous arriverez au fleuve de l'Érèbe. Charon est là, exigeant son péage, car ce n'est qu'à prix d'argent qu'il passe les arrivants sur l'autre rive. Ainsi l'avarice vit encore chez les morts. Ni Charon, ni Pluton même, ce dieu si grand, ne font rien pour rien. Le pauvre, en mourant, doit se mettre en fond pour le voyage. Nul n'a droit de rendre l'âme que l'argent à la main. Vous donnerez à ce hideux vieillard, à titre de péage, une de vos 2 pièces de monnaie. Il faut qu'il la prenne de sa main à votre bouche. En traversant cette onde stagnante, vous verrez flotter le corps d'un vieillard qui vous tendra ses mains cadavéreuses, vous priant de le tirer à vous dans la barque. La compassion ne vous est pas permise, n'en faites rien. Le fleuve franchi, vous rencontrerez à quelques pas de vieilles femmes occupées à faire de la toile et qui vous demanderont d'y mettre la main. Ne vous avisez pas d'y toucher. Autant de pièges tendus par Vénus. Et elle vous en réserve bien d'autres pour vous amener
à vous dessaisir de l'un au moins de vos gâteaux. N'en croyez pas la perte indifférente, il vous en coûterait la vie. Un énorme chien à 3 têtes, monstre formidable, épouvantable, sans cesse aboyant aux mânes qui l'effrayent sans leur pouvoir faire d'autre mal, jour et nuit, fait sentinelle au noir vestibule de Proserpine. C'est le gardien du manoir infernal. Vous le verrez taire aisément, vous le ferez taire aisément, en lui jetant un de vos gâteaux, et vous passerez outre. Vous pénétrerez ainsi jusqu'à Proserpine, qui vous fera le plus aimable accueil, vous engagera à vous asseoir et à prendre part à un somptueux festin. Mais ne vous asseyez que par terre et n'acceptez d'autres aliments que du pain noir. Vous exposerez ensuite l'objet de votre mission et vous prendrez ce qu'elle vous donnera. Cela fait, retournez sur vos pas. Vous rachèterez encore de la gueule du chien au prix de votre second gâteau. Vous passerez le fleuve en livrant à l'avare, l'automnier, votre autre pièce de monnaie. Vous reprendrez le chemin que vous aurez suivi en venant, et vous reverrez ainsi la voûte céleste. Mais, sur toute chose, ne vous avisez pas d'ouvrir la boîte qui vous aura été confiée et de porter les yeux sur ce qu'elle renferme. Point de regard curieux sur ce trésor secret de la beauté divine. Ainsi parla cette tour prévoyante en véritable oracle. Psyché dirige aussitôt ses pas vers les Thénards, munie de ses 2 oboles et de ses 2 gâteaux. Elle descend rapidement le sentier souterrain, passe, sans mot dire, devant l'ânier boiteux, donne le péage au nocher, reste sourde aux instances du mort qui surnage, ne tient compte de l'appel insidieux des tisseuses, et après avoir endormi, en lui abandonnant son gâteau, la rage du gardien infernal, elle pénètre dans la demeure de Proserpine. En vain, son autre lui offre un siège douillet, des mets délicats, elle persiste à s'asseoir à ses pieds sur la terre et à n'accepter qu'un morceau de pain grossier. C'est en cette posture qu'elle s'acquitte du message de Vénus. La boîte au contenu mystérieux lui est remise hermétiquement close. Et après avoir de nouveau fermé la gueule de l'aboyeur avec le second gâteau, désintéressé le nocher avec la seconde obole, elle quitte les enfers plus gaillardement qu'elle n'y était descendue.